quand t'es salarié, t'es bloqué. Bon, bah, tu dis à ton boss, Je suis euh, bloqué. je suis bloqué, je sais pas comment faire. Tu rentres chez toi et c'est tout. Là, t'es bloqué, mon gars. Il n'y a pas de solution. Enfin, t'as pas le choix. Faut chercher à te débloquer, à trouver des solutions, à pivoter si t'as besoin. Et du coup, il n'y a pas de blocage possible. Bienvenue sur Des salariés, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat en partant à la rencontre de personnes ordinaires au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, on reçoit Ravi. Merci Ravi de nous accompagner dans cet épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Je te remercie doublement parce que tu nous accompagnes également pour le tournage de cet épisode avec ton entreprise Naxprod, Yes. dont on parlera en plus en détail au cours de cet épisode également. Alors, pour commencer, Ravi, je vais te poser une petite question pour essayer de t'aider à te déstresser. Ok. Je te sens pas hyper stressé, mais bon. Ça va. Alors, la question qui tue, c'est est-ce que tu mets le lait avant ou après les céréales? Alors, je mange pas de céréales. Du coup, c'est moi maintenant qui s'est déstabilisé. Du coup, je peux te retourner la question. Non, on va continuer, ça va être mieux, je pense. Ça marche. Alors, je vais présenter en fait les entreprises, Ravi, dans un premier temps. Ça marche. Ouvertes et fermées également. Donc, Ok. tu as eu 3 entreprises. Tu as eu EasyEvent.fr, qui est un wedding planner 2.0. Ouais. Chez les Nax, un restaurant sri-lankais revisité. Mhm. Et la dernière, Naxprod, l'agence de communication digitale. Yes. Donc avant tout ça, je vais commencer par décrire un peu ton parcours universitaire et puis les premières entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Donc tu as commencé par un DUT informatique, puis tu as suivi des études à l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise pour obtenir un diplôme d'ingénieur informatique. C'est ça. Tu as travaillé principalement dans 2 startups dans la fintech, à savoir Bankin et Preconis. Yes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu faisais dans ces 2 startups? Ouais. Alors, en gros, je développais des applications pour ces 2 fintech. Preconis, en fait, c'était une application, c'était une startup qui voulait démocratiser la gestion de patrimoine. Et du coup, on développait une solution pour cette entreprise. Et Banking, c'est une application mobile qui existe encore et qui performe aujourd'hui sur le marché, sur le marché des fintech. Et en fait, ça aide les gens à faire de la microfinance, à économiser au quotidien à travers de la gestion de budget, etc. En fait, c'est un agrégateur de comptes bancaires. Il agrège tous tes comptes. Et derrière, l'application fait des analyses. Tu dépenses tant dans de l'assurance, tant dans de la nourriture, etc. Et l'objectif global, c'est d'optimiser ta microfinance. Ok. Et du coup, ta formation et ce que tu faisais, c'était un peu le développement d'applications, c'est ça? Exactement, le développement d'applications, la gestion de projets, le développement de solutions digitales ou informatiques à un problème donné. Ok. Et à l'époque, du coup, quand tu étais dans ces sociétés, où est-ce que tu te voyais travailler et finir ta vie? Je me voyais déjà en réalité travailler pour mon compte Ok. sur le long terme. Déjà à l'époque. Et déjà à l'époque, en fait, je faisais des petits projets dans le but de sortir de l'environnement salarial pour aller vers l'entrepreneuriat. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience entrepreneuriale? Je vais te donner 2 mots-clés. C'est flûte et oui. Flûte et oui. Effectivement, quand j'étais au... Ouais, non, c'était en DUT que j'ai commencé ça. Ouais, c'est ça. En fait, je faisais ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du dropshipping, effectivement. À l'époque, c'était pas démocratisé autant qu'aujourd'hui. Ça remonte à il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Ouais. Et en gros, je jouais sur le fait que, par exemple, on dit oui parce que c'était un des produits phares de l'époque que je vendais bien. Ah, les flûtes, ça marchait bien aussi. Les flûtes et les calculatrices aussi. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'était que en fait, t'avais pas le même prix qui était affiché entre Amazon, eBay, Prime Minister à l'époque. Enfin voilà, différents sites sur Internet où en fait la Wii, par exemple, sur Amazon était vendue 40 € et tu pouvais la trouver à 20 € sur eBay. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque,
C'est pas comme aujourd'hui, c'était pas aussi démocratisé d'acheter sur eBay, etc. Non, Et du coup, les gens, effectivement. ils avaient peur. Et ils avaient peur et ils achetaient. En réalité, ils achetaient pas. C'était un peu la fin de eBay. Et du coup, je profitais de ce phénomène-là où je vendais des produits que je n'avais pas. Exemple là, oui, je la mettais en vente sur Amazon. Et quand je recevais une commande, moi, derrière, je passais ma commande sur eBay qui était à 20 euros. Je l'envoyais Directement chez la personne. directement chez la personne qui l'avait commandé sur Ouais. Amazon, sur ma marketplace Amazon. Et je prenais le delta qu'il y avait au milieu. Et c'était, enfin là, sur un produit, tu te dis c'est 20 euros. Et en réalité, quand t'envoies 3000 colis par mois, Ça fait pas mal. ça faisait une belle affaire. Ouais, et puis en plus, tu avais saisi une opportunité parce que les flûtes et les calculatrices, c'était vachement opportuniste. Tu le faisais pendant une période donnée, tu attendais les vacances scolaires. Comme ça, Ouais, tu avais la rentrée des classes et exactement. tu revendais tout derrière aux parents pendant ce court laps de temps pour faire du business à fond, quoi. Exactement. Et après, bah, t'as d'autres produits qui se vendent toute l'année en réalité. Ouais. Ok, donc ça, c'était un peu ta première expérience entrepreneuriale, entre guillemets. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première grande entreprise, EasyEvent.fr, qui est née en fait d'une problématique que tu avais rencontrée toi-même dans l'organisation de ton propre mariage? Ouais. Alors, en fait, c'était en 2018, ou en 2017 plutôt, quand j'ai demandé à ma femme en mariage et qu'on a décidé de se marier. À l'époque, déjà, je trouvais ça aberrant qu'il n'y avait aucune solution digitale pour t'accompagner dans l'organisation de ton mariage. Même quand tu contactais un wedding planner, souvent on t'envoyait des fichiers Excel, ouais, on va gérer le budget sur un drive. Enfin, je trouvais ça juste Fou. Ouais. scandaleux. Et du coup, je me suis dit, bah, pour mon propre mariage, je vais développer une solution digitale qui va me permettre d'organiser mon mariage de manière collaborative avec ma femme et mes témoins, Mhm. dans lesquels, en fait, je partagerai, et en fait, j'aurai une vue partagée sur le budget, le rétro-planning, l'organisation du jour J, tout ça, en fait, depuis une seule plateforme. Ouais. Avec le site web pour dire qui vient pas, la liste Exactement. d'invités, organiser les tables de mariage et Ouais, tout. ouais, ouais. Bah, le site web, c'était très important, parce que, en fait, faut savoir que dans les mariages indiens, sri-lankais, ma femme étant indienne, moi, sri-lankais d'origine, euh, on a énormément d'invités, on a beaucoup d'invités, 400, Ouais. 500 invités, et la réalité fait que, bah, s'il y a 100 de tes invités qui consomment pas d'alcool, c'est direct un énorme, enfin, une grosse économie. Ouais. Pareil, souvent, les mamans de chez nous mangent végétarien ou ce genre de choses. Tout de suite, en fait, le traiteur coûte moins cher quand tu lui dis que, ok, j'ai 100 invités qui mangent végétarien et en réalité, j'en ai que 300 qui mangent de la viande. Mhm. Donc, l'idée, c'était d'optimiser aussi mon mariage en Mhm. plus de m'aider à l'organiser. Et c'est pourquoi, en fait, j'avais développé tout cet écosystème-là entre, d'une part, la partie gestion comme je t'ai expliqué, collaboratif entre ma femme, les témoins, etc. Et d'une autre part, site de mariage où les invités pouvaient répondre directement s'ils venaient, bah, s'ils mangeaient végétarien, s'ils consommaient de l'alcool, s'ils buvaient du vin, etc. Et derrière, en fait, je recevais tout ça dans l'autre application et ça me permettait d'optimiser globalement le coût de mon mariage. Ok. Et après, ça s'est développé un peu plus. Ça s'est pas contenté d'être juste une plateforme et une application. Tu as développé Hmm. d'autres activités, à savoir le Live Paillettes. Ouais, Et à l'époque, tu faisais un peu aussi tout ce qui était décoration, photobooth exactement. Ouais. et gâteaux. En fait, ça, c'est à la suite du mariage. Quand on a vu que l'application nous a été super utile pour l'organisation du mariage, on s'est dit bah, qu'on va la commercialiser ou plutôt l'ouvrir à utilisation freemium ou non à d'autres utilisateurs, à d'autres futurs mariés. Et le business model de l'époque, c'était
d'attirer les mariés sur la plateforme et de leur vendre en fait des prestations via soit des partenariats, via des prestations en direct. Ok. Du coup, à l'époque, on s'était lancé dans un petit peu dans la décoration, mais on a vite arrêté parce que en réalité, je trouvais pas ça super rentable. Enfin, faut aller dans du mariage très haut de gamme pour que ça soit rentable. À l'époque, nous, on trouvait pas ça super rentable, du coup, on a vite arrêté. Ma femme faisait des gâteaux, donc ça, on a continué. Avec ma soeur, on avait lancé aussi pendant mon mariage tout ce qui est live paillettes. En fait, elle a fait son tout premier show Mhm. durant mon mariage. Donc, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et par la suite, on s'est orienté aussi dans tout ce qui est photobooth, location de photobooth. Ok. Et ensuite, donc quand tu as mis ça en place, ça restait qu'un side business au départ, c'est ça? Alors, de base, ouais, c'est un side business. Et, mais en réalité, on croyait au projet Ouais. et on se doutait que ça allait prendre plus d'ampleur. Ok. Mm. Et là, il y a eu un gros événement qui est arrivé, Covid, Le Covid, confinement. confinement, il a changé la vie de plein de personnes. Ouais, et il a changé un peu la vie de ton entreprise aussi à ce moment-là, mais il t'a permis un peu de te découvrir et de découvrir d'autres talents que tu avais, et notamment de créer ta seconde entreprise, à Ouais, savoir chez les Nags. ouais, effectivement. Donc tu avais commencé par mettre en place une dark kitchen, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, faut savoir que bah, en fait, Easy Event fonctionnait très très bien. Puis il y a eu le Covid, annulation de toutes les prestations, donc on est passé de X chiffre d'affaires à vraiment zéro zéro. Alors que bah, à l'époque, ma femme avait déjà quitté son travail pour se mettre à 100% sur Easy Event. Ok. Donc on y croyait vraiment. Elle avait quitté son travail peut-être en octobre. Et en janvier, en fait, Covid... non, c'était quoi? Ouais, c'est ça. C'est mars, ouais. Mars, C'était mars, premier confinement. Et là, arrêt total de toute activité. mm. Du coup, de là, fallait rebondir. En fait, en réalité, Vous quand aviez des t'es... mariages de prévus et tout en plus à cette Ouais, époque-là? on a eu des mariages de prévus, mais tout a été annulé, annulation préfectorale. En fait, tu Ouais. peux vraiment rien faire. Et derrière, en fait, ce qui fait la qualité d'un entrepreneur aussi, c'est de savoir rebondir immédiatement. Mm. Chez les NAC, ça a été ce rebond. Ok, on n'a plus de mariage, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a eu le Covid, on s'est retrouvé bloqué à la maison. Euh, Nous, on n'était pas des grands cuisiniers à l'époque. Mhm. Du coup, on commandait beaucoup. Euh, on commandait beaucoup à droite, à gauche. Quand on bossait, bah, souvent, on mangeait sur Paris. Euh, où en fait, tu as une variété de nourriture Incommensurable, immense. ouais. Immense. Entre du thaï, du chinois. Enfin, voilà. Je te fais pas le tour. Et là, tu te retrouves bloqué à Crône et t'as trois pizzerias qui se battent en duel avec deux sushis, tu vois. Tu fais vite le tour. Et c'est là que tu te dis, bah, en fait, dans la nourriture sri-lankaise, qui est très peu connue, il y a un marché de malade mental. Mhm. Et c'est de là qu'on a eu l'idée d'ouvrir une dark kitchen et de tester le concept. Ok. Le concept a pris et on a eu par la suite l'opportunité d'ouvrir un restaurant. Ok. Et en plus, c'était une belle expérience parce que chez les Nax, pour ceux qui savent pas, c'était 4,9 sur 5 avec plus de 250 avis. Ouais. Donc c'était une très très belle expérience. T'as... En plus, c'est la première expérience où tu sortais en fait de ton domaine de compétences. Ouais, parce que comme je t'ai dit, on n'était pas des gens de la cuisine. En fait, réellement, je me suis découvert une passion, talent pour la cuisine pendant le confinement, en fait, où j'apprenais à faire des plats de chez nous en visio avec ma mère. Merci Zoom, sans vouloir faire de placement de produit. Mais, mais en fait, on a tout appris pendant ce moment-là. Et là, on a lancé le resto juste après, quoi. Ok. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que tu as eu un enfant. Ouais.
Et t'as réfléchi un peu à l'avenir de ton restaurant à ce moment-là, alors que ça fonctionnait quand même assez bien. Ça fonctionnait même très très bien. Après, faut savoir que, en fait, nous, nos parents, enfin, mon père et ma mère étaient traiteurs dans la Ouais. restauration. Et notre enfance, en fait, on l'a senti. On l'a senti par des parents très peu présents pour nous les Mhm. week-ends, parce qu'ils étaient occupés dans leur activité, ou le soir, tu vois. Enfin, ils étaient là, mais des moments qualitatifs, en fait, Mhm. ou juste des sorties au parc, etc. C'était un luxe pour nous quand on était petits. Et en fait, c'est ce schéma-là que je voulais pas reproduire avec mon enfant. Ouais. Sachant que t'étais en full-time à ce moment-là. Là, t'avais quitté ton job complètement quand t'avais commencé chez Ah oui, Enax. oui. Avec le local. Ouais, ouais. Quand on a commencé chez les Nags avec le local, j'ai démissionné. Ma femme avait déjà arrêté de travailler à ce moment-là. Et en fait, on était à 100% sur notre projet chez les Nags. Ouais. Ok. Et cette expérience que tu as eue avec chez Enax, c'est pas seulement une expérience culinaire et de restaurateur, parce qu'en fait, tu t'es rendu compte de l'importance des réseaux sociaux que tu as su utiliser et tu as développé une réelle expertise avec ces outils et tu as lancé du coup une troisième société par la Ouais, suite, qui est Naxprod, qui est une agence de communication digitale qui aide au développement de sites et à la stratégie de marketing. c'est ça. C'était quand même vers la fin du restaurant que j'ai lancé cette entreprise-là, mais plutôt en anticipation Après. à l'arrêt de chez les Nags. Mais effectivement, en fait, quand on avait le restaurant avec ma femme, enfin, les stats vont être folles, mais on a tiré plus de 80% de notre clientèle via les réseaux sociaux, Ouais. Instagram, TikTok. Ce qui est quand même assez fou. En fait, nous, on a eu une approche complètement différente de la restauration classique, où en fait, dès qu'on a lancé notre restaurant, on a, bah moi, je suis de formation ingénieur en informatique. J'ai direct balancé un site avec la possibilité de commander en Ouais. ligne, etc. Et ma femme, qui est dans le marketing de base, a tout de suite ouvert les réseaux sociaux, a commencé à balancer du contenu de qualité, ce qui a fait qu'en fait on a digitalisé entre guillemets l'acquisition cliente de notre restaurant et, et en fait on a enfin vraiment les stats sont folles là-dessus et à la fin du restaurant en fait notre volonté c'était un peu d'apporter ce savoir-faire à d'autres restaurateurs Mm. qui ont un peu plus de mal, surtout en banlieue. Ouais, et puis tu le vois aujourd'hui quand tu regardes la plupart des restaurants qui buzzent un peu, Mm. euh, enfin qui attirent surtout, c'est les restaurants un peu instagrammables avec toute une story, un storytelling sur leur restaurant, tout ce qui est groupe au Mimo, tous les trucs comme Ouais, ça. Et en fait, il y a un vrai travail marketing derrière qui attire les gens. Et tu te rends compte quelque part que t'as beau faire un truc en fait super bon, etc. Si en fait personne vient y goûter, c'est mort et personne ne le saura jamais en fait. exactement. Exactement. Et quand tu vois, bah, la plupart des restaurants qui ont du succès sont même pas forcément les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs parce qu'en fait, ils sont hyper visibles sur ce qui, en 2024, permet à une entreprise d'exploser, à savoir les réseaux sociaux. Et quand tu vois bien, par exemple, sur Paris, beaucoup de restaurants sont accompagnés par des agences de marketing, Mhm. contrairement à la banlieue, et ça se ressent que ce soit en termes de chiffres ou en termes de, dans la manière d'attirer les gens. Les restaurants sur Paris sont blindés tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps. Non pas parce que c'est les meilleurs, mais parce qu'ils savent attirer du monde. Ok. Et tu peux parler justement un peu de comment tu accompagnes les sociétés avec Naxprod? Ouais. Bon, en fait, on propose des forfaits où en fait on fait de la réalisation de photos, vidéos euh,
pour ces entreprises afin de les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et on accompagne aussi sur la partie plus digitale en créant site web ou outils internes pour tout ce qui est commande en ligne ou gestion globale de l'entreprise. Un restaurant aujourd'hui, c'est énormément de gestion. On est passé par là entre les salariés, les courses, enfin tout ça, tu vois, c'est énormément de gestion. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'un restaurateur, il puisse se concentrer sur son métier et nous, on s'occupe du reste. Le reste, à savoir l'acquisition digitale et optimiser tout ce qui est commande en ligne et enfin commande digitale, quoi, grosso modo. Ok, ça marche. Mhm. Et bah, je vais parler un peu maintenant de tout ce qui est relatif à la transition salariale que tu as eue. Ouais. Euh, t'as fait le grand saut avec Easy Event alors que tu gagnais en plus un salaire assez correct et t'avais un crédit sur le dos et ta femme au chômage. Comment t'as fait pour justement te dire bon bah allez je me lance dans une nouvelle aventure alors que tu gagnais bien en tant qu'ingénieur? En fait, j'ai une qualité qui est que je n'ai pas de blocage psychologique. En fait, je vois pas ma situation en mode, ok, ma femme avait déjà arrêté de travailler à l'époque pour se mettre sur Easy Event, du coup elle a pas forcément de source de revenus stable, ok, on a un crédit, ok, je gagnais très très bien ma vie en tant qu'ingénieur. Non, en fait, c'est pas cet aspect-là qui, enfin, faut pas se brider sur une zone de confort. Et en fait, moi, je suis passé au-delà de cette zone de confort. Tu sais, un crédit, c'est pas limitant. Ouais. Alors, demain, ça se passe mal, t'as un crédit, c'est pas grave, t'appelles ta banque, tu peux mettre en pause ton crédit le temps de te refaire et y aller, en fait. Euh, En fait, dans la vie, tu peux pas, pour moi, tu peux pas t'épanouir ou faire fortune en étant salarié. Mm. Pour faire fortune ou pour être autonome, entre guillemets, financièrement, faut sortir du salariat et aller dans l'entrepreneuriat. Ok. Et t'avais pas du tout peur de quitter un peu la stabilité que t'avais pour te lancer un peu dans l'inconnu, même avec Naxprod, où autant Easy Event, ça restait un peu dans ton champ de compétences, Mhm. mais là, avec Naxprod, en plus, là, vraiment, tu quittais complètement le salariat et tu commençais une toute nouvelle aventure. Ça t'a pas du tout fait peur? Non, bah en fait effectivement là aujourd'hui bah je vis 100% que ce soit ma femme ou moi on vit 100% de nos activités entrepreneuriales et en fait non, en fait faut vraiment pas se faire de blocage psychologique sur le salariat, c'est la sécurité, Mm. c'est loin d'être le cas. Tu travailles pour une start-up, t'as beau avoir un CDI, la start-up cool, enfin, t'es plus dans la boîte, Ouais. t'es sans emploi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le salariat, c'est pas forcément la sécurité. Et comme l'entrepreneuriat, c'est pas 100% du risque non plus. Aujourd'hui, en France, t'as plein de dispositifs qui t'aident à entreprendre. Euh, on parle beaucoup des mauvais côtés de la France, avec on est surtaxé, l'URSSAF nous tombe dessus, etc. Mais on parle pas tant que ça des dispositifs d'aide, justement l'ACRE, etc., qui te permettent d'entreprendre sereinement, et ça pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux parler justement un peu de ce qu'avait fait ta femme, le chômage avec création d'entreprise, justement pour... Ouais, en fait, c'est un dispositif euh, qui s'appelle l'ACRE, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est l'ACRE, qui te permet en fait de récupérer une bonne partie de ton chômage en one shot. Et en fait, derrière, ça te permet de pouvoir investir pour créer ton entreprise, pour investir dans du matériel ou tout simplement pour avoir de l'argent pour vivre durant la phase de développement de ton entreprise. Ok. Et justement, comme tu dis, en fait, il n'y a pas que sur l'aide à la création d'entreprise. Derrière, en France, on a aussi quelques sécurités. Je dis pas il faut faire n'importe quoi, hein, mais Mhm.
dès que ta société doit fermer, tu as tout ce qui est liquidation, etc., qui te permet un peu de te sécuriser. Parfois, en fonction de la forme de ta société, tu as aussi toutes les protections sur tes biens propres, etc. Donc, Effectivement. il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, en France qui sont mises en place pour protéger les personnes qui sont entrepreneurs. Ouais, ouais, clairement. Franchement, en France, pour être dans la merde, faut vraiment y aller, quoi. Genre, faut faire des magouilles à la Ouais, TVA ou ce genre de choses pour, ouais. et encore, T'en as qui s'en sortent pas mal bien t'en as qui malgré s'en ça. sortent vraiment très très bien, tu le vois d'ailleurs, mais non, faut vraiment y aller pour être dans la merde en créant une entreprise. Faut vraiment faire des fraudes pour être dans la merde. Sinon, non, tes biens sont protégés, ton patrimoine globalement est protégé. Du coup, Ravi, j'ai une question. Qu'est-ce qui te pousse à toujours créer plus et aller dans des domaines différents? En fait, ce qui me pousse à créer et à surtout aller dans des domaines différents, en fait, c'est les opportunités. En fait, je suis très opportuniste. Quand je vois une opportunité, j'essaye de la saisir. Je peux te donner un exemple. C'est par exemple avec Easy Event, quand j'ai lancé mon application de wedding planning. En fait, on a des clients qui s'inscrivaient dessus et en fait, on avait de plus en plus de clients qui nous demandaient par exemple de la location de photobooth. Ok. En 2017-2018, c'était pas comme aujourd'hui où le marché est inondé de photobooths. Il y en avait pas tant que ça. Et moi, je travaillais avec un prestataire qui était pas à l'image de plein de prestataires aujourd'hui, qui était pas hyper qualitatif. Et en fait, je me disais, mais c'est dommage que je lui envoie plein de clients et en réalité, j'ai pas tant de bons retours que ça. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je me lancerais pas dans le photobooth? Et c'est de là, par exemple, j'ai construit mes propres photobooths en bois qui sortent un peu du lot et j'ai commencé à les mettre sur le marché et là, ça marche très très bien, tu vois. Ok. Et quand tu lances justement ce type de business Hum, ou un tout premier business, c'est quoi les paramètres à prendre en compte? Est-ce que tu dois faire des études de marché? Tu te lances comment? Ouais, c'est super important de faire une étude de marché. Dans la vie, ton temps n'est pas illimité. Tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Bah, en fait, de toute façon, c'est simple. Si tu fais tout et n'importe quoi, tu développes pas à fond. Tu restes de manière superficielle dans les choses que tu entreprends. Euh, de ce fait, en fait, tu es obligé de partir en profondeur. Pour partir en profondeur, tu es obligé de prendre la peine de préparer le terrain, à savoir faire une étude de marché, voir quelles sont les opportunités, qui sont les concurrents, est-ce que en fait pour ton offre il y aura vraiment de la demande. Toutes ces choses-là sont à voir avant de faire des choses. Ok. Et quand tu dis que tu es opportuniste, c'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, là, il y a une problématique, j'essaye de voir quel type de solution je peux apporter, ou c'est plus, tiens, il y a de l'argent à prendre dans ce truc-là, il y a rien, j'y vais. C'est un peu des deux, hein. De toute façon, c'est pas, t'essayes pas de répondre à un problème de manière lucrative. C'est sûr. L'objectif de tout entrepreneur, c'est de faire de l'argent. Mm, Faut mm, pas se mm. mentir non plus, tu vois. C'est pas la gloire qui fait que tu passes 90 heures sur ta semaine à bosser pour un projet. Le but, c'est de faire de l'argent, mais de manière intelligente. Mm. Tu vois que t'as des problématiques. Exemple, Naxprod, quand je te disais, par exemple, en banlieue, tu vois que, par exemple, avec chez les Nags, en, en 3 ans d'activité, on a eu beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'engagement sur les réseaux sociaux que des restaurants qui existent depuis plus de 10 ans Mm. dans notre ville, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, en fait, t'as une opportunité.
C'est les photos, les vidéos, la création de sites web, etc. C'est un savoir-faire. Tu peux pas prendre un iPhone et filmer tout et n'importe quoi et avoir de l'engagement. Tout Euh, comme tu peux avoir le meilleur matériel au monde, mais si t'en fais rien, bah ça sert à rien. Effectivement, si tu sais pas monter ta vidéo, etc. derrière, ça sert à rien. Donc, c'est comme ça qu'en fait, tu arrives à saisir des opportunités, pardon. Tu sais qu'il y a une demande, tu sais que tu peux te faire de l'argent, t'allies les deux, tu peux y aller. Ok. Et quand, comme toi, tu vois, on a une entreprise depuis un certain moment, déjà plus de 2 ans, tu fais partie un peu de personnes extraordinaires, parce que la plupart des entreprises, elles ferment au bout de 2 ans. Comment tu fais pour pas devenir has-been et réussir à te réinventer? Ça, en fait, t'es obligé de réfléchir tout le temps, d'innover, de suivre les tendances, et même aller au-delà des tendances. Tu vois, typiquement, enfin, je vais te prendre l'exemple des photobooths. Aujourd'hui, le marché est inondé de photobooths, parce que en fait, ils ont commencé à être sortis sur AliExpress. Les Chinois, en fait, vendaient des photobooths déjà faits sur le marché. Du coup, aujourd'hui, en fait, tu as plein de prestataires, mais qui ont tous les mêmes photobooths, pas très jolis, enfin voilà, pas qualitatifs. Et nous, aujourd'hui, on arrive à sortir du lot en innovant, que ça soit sur la forme, sur les designs qu'on propose. Euh, Tu vois, typiquement, je vais te donner un exemple. La semaine dernière, on a signé un deal avec un gros groupe qui était déjà en contact avec un autre prestataire. On proposait un tarif plus cher, malgré ça, ils sont venus chez nous. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, notre nouveau photobooth miroir, il claque. Vraiment, il claque comparé à ce que tu trouves sur AliExpress. Ouais, et puis en gros, t'es en train de dire, parfois, la qualité, ça paye. La qualité, ça paye. Et en fait, c'est ça, c'est sortir du lot, innover et faire honnêtement de la prestation qualitative. Aujourd'hui, en réalité, tu peux prendre n'importe quelle prestation, tu la rends premium, t'as un marché. Ouais. Parce qu'en fait, t'as plein de prestataires qui font n'importe quoi. Mhm. Ouais, donc en fait, c'est pas parce que t'as beaucoup de monde sur un marché qu'il n'y a pas d'opportunité à prendre non plus. Ouais. Après, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Et est-ce que tu penses que souvent, quand tu as une idée principale, quand tu lances un business, faut continuer à s'acharner sur cette idée jusqu'à ce qu'elle fonctionne, ou vaut mieux lancer plusieurs choses et peut-être ce que tu n'imagines pas risque de péter? Alors, je suis pas, enfin, je dirais pas qu'il faut lancer non plus plusieurs choses. Faut lancer un ou deux ou trois projets quand même en parallèle, tu vois. Je dis pas de partir sur 10 projets, essayer de voir, c'est pas comme en bourse, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas tu t'investis sur 10 actions et t'essayes de voir, il y en a une ou deux qui arrivent à amortir les pertes des Ouais. autres. Non, en fait, parce que encore une fois, on parle de temps, tu vois. Ton temps n'est pas scalable. Mhm. Faut quand même concentrer ton effort sur un, deux ou trois produits. Enfin, projets, pardon. Je suis resté sur la bourse. Sur un ou deux ou trois projets. Euh, mais derrière, si tu vois que ça pète pas, faut pas non plus s'acharner dessus Ouais. et faut savoir pivoter Ok. au bon moment. Ok. Et justement, en parlant de début et d'investissement, en fait, moi, par exemple, ne serait-ce que en lançant ce podcast, je me suis rendu compte que quand tu commences un business, c'est quand même un investissement, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose de si gratuit que ça. Surtout Non. qu'aujourd'hui, les gens, en fait, c'est devenu, avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement simple de se dire, allez, je suis un entrepreneur, je vais lancer un business, je vais faire telle chose, qu'en fait, il y a, comme on parle là il y a des opportunités un peu partout,
les gens, ils se professionnalisent aussi de plus en plus, ils investissent de plus en plus dans le matériel, etc. Et en fait, ça devient de plus en plus cher de commencer dans une entreprise, en fait. Ouais, bah regarde, tu le vois avec, par exemple, avec un podcast, c'est compliqué de se lancer juste avec un iPhone. Ouais, bah j'ai essayé. C'est vrai, Et au final, je me suis dit, bah, ça rend pas si bien que ça, en fait. Alors, ils sont très bien, les iPhones, mais... ouais, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, rien que dans le podcasting qui est pas hyper démocratisé quand tu compares aux États-Unis, enfin, le podcasting vidéo, mais tu vois que les gars sur les réseaux sociaux envoient déjà des trucs où, en fait, quand tu tournes avec un iPhone, t'as un bond, quoi. Mais ça fonctionne pas que sur le digital, tu vois. Même quand tu crées une entreprise, bon, après, ça dépend du type Mm. de société que t'as, mais si tu veux vendre des vêtements, des trucs, il te faut du stock, faut pouvoir stocker, en fait, la marchandise, faut pouvoir commander de la marchandise. Enfin, en fait, tu te rends compte que au départ, c'est un investissement. Il faut déposer du coup ta marque à l'INPI. Il y a plein de démarches administratives et en fait, devenir entrepreneur, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Alors, ça se fait pas en claquant des doigts, mais après, en vrai, quand je te dis tu peux pas commencer avec un iPhone, c'est faux. Ouais. Euh, en réalité, t'aurais pu sortir un épisode avec l'iPhone, il aurait peut-être pas buzzé autant que tu voulais, mais t'aurais malgré tout pu saisir deux, trois opportunités qui font que tu peux y aller crescendo Ouais. et investir petit à petit. Euh, mais c'est sûr que tu peux pas commencer à entreprendre avec 50 euros en poche. Ouais. Ouais, donc quand on te dit en fait tu peux créer une société avec un capital de 1 euro, tu peux, mais... Tu peux. Ouais. Mais rien que les frais d'ouverture d'une société, de publication, etc., quand tu sais que tu es autour de 500 euros, oui, tu peux commencer avec 501 euros si tu veux. Et toi justement, comment t'as fait, parce que là je parlais de toutes les démarches administratives, tout ça, quand t'as créé ta première société, comment tu t'es formé? Comment t'as fait pour te lancer, savoir ce qu'il y avait à faire? Alors, en fait, c'est pas si compliqué que ça en réalité. Aujourd'hui, tu as plein de solutions en ligne. Sans encore une fois vouloir placer un site, mais tu as Legal Star ou Legal Place, ce genre de choses, pour à peine 150 euros de frais, ce qui est pas grand-chose quand tu compares à un comptable ou à un avocat qui t'accompagne dans la création d'entreprise. Après, c'est pas les mêmes services, hein, enfin, voilà. Mais bref, avec à peine 150 euros, il se charge de tout. Et, il te permet. Et en fait, tu reçois un cabis à la maison. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est pas si compliqué que ça. En fait, t'as plein de services qui te permettent de le faire assez facilement. Ok. Et une fois que ta boîte, elle a été créée, qu'elle a commencé à grandir, comment tu fais pour la gérer? Surtout toi qui es passé par le restaurant où tu as commencé à avoir des salariés. Ouais. Comment tu fais pour la gérer? Bah, tu te casses les dents. Non, bah, franchement, c'est là où tu dis que entreprendre, c'est pas facile. T'as 40 casquettes, tu dois jongler entre le chef d'entreprise, au manager, au RH qui recrute, au mec qui fait du marketing, à l'ingénieur qui fait des sites. Ouais, c'est quelque chose. Et quand on dit que tu fais 90 heures par semaine, on ment pas, c'est une réalité. Et justement, quand tu vois ton entreprise grandir, que tu commences à avoir des salariés, t'as pas l'impression que ce que tu faisais au départ a complètement changé un peu? Si, ça a changé, mais après, ça reste un accomplissement, tu vois. Enfin, moi, ce qui m'anime typiquement dans l'entrepreneuriat, c'est pas non plus d'être le mec le plus riche de la planète. C'est c'est de créer de la valeur. Ouais. Et la création de valeur, ça passe par créer des emplois, créer des services qui,
qui apporte quelque chose à, à des personnes. Ouais. Et c'est facile de déléguer et de faire confiance? Très compliqué. C'est, Ouais. je pense, la partie la plus compliquée. Déléguer, mais que ça soit à des salariés ou à des associés, c'est, en fait, faut accepter que les autres personnes ne feront jamais aussi bien que toi tu voudrais. Ou comme toi tu voudrais. Ouais, exactement. Et ça, c'est la partie la plus dure. Une fois que tu l'acceptes, je pense que tu vis mieux l'entrepreneuriat. Tu vois, typiquement, nous, avec le restaurant, franchement, mon niveau d'exigence avec mes salariés, il était là, tu vois. Et pourtant, mes salariés étaient vraiment bien, tu vois. Genre, Mhm. j'ai travaillé avec des personnes, franchement, des pépites. Et enfin, au début, c'était jamais assez. Et en fait, quand j'ai réussi à me débloquer cette barrière psychologique où j'en attendais autant que ce que moi je ferais, et que je me suis dit non, c'est des salariés, ils sont là enfin, c'est pas leur boîte, ils sont là pour gagner un salaire enfin, et être impliqué quand même un minimum, mais c'est un minimum, c'est pas un maximum. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? À partir du moment où tu arrives à te rentrer toi ça en tête, en vrai, t'abordes les choses d'une meilleure manière. Ok. Puis en plus, c'est dur parce que tu vois, quand on parle de salariat, Mm. souvent, enfin, moi-même, ou n'importe qui, quand on est dans une boîte salariée, on râle parce qu'on n'est pas augmenté, etc. Mais quand toi, tu es entrepreneur ou le patron et qu'en fait, tu parles d'augmentation, derrière, les 100 euros que moi je vais percevoir, toi, c'est pas 100 euros à débourser en plus. Et non, et non. Tu vois, quand tu me demandes 100 euros d'augmentation, en réalité, ça en coûte 175 à la boîte, Mhm. environ, tu vois. Et là, on parle de 100 euros, mais quand c'est 3000 euros, bah, ça en coûte presque 6 à l'entreprise. Et sur des entreprises, sur des startups, sur des petites entreprises, sur des restaurants, exemple, c'est un coût qui peut peser très lourd sur la balance. Et ça, aujourd'hui, un salarié ne le comprend pas forcément. Mhm. Et justement, je pense que du coup, tu te poses vachement la question de est-ce que je dois recruter quelqu'un en plus? Est-ce que mon business, du coup, ça me permet de recruter quelqu'un en plus? Est-ce que si je recrute quelqu'un en plus, ça voudra dire que je vais rentrer plus de business? Je pense que tu as toutes ces questions que tu dois te poser. Ouais, bah tout ça, ça font partie d'équations très très difficiles à résoudre en réalité, hein. Ouais, ouais. On parlait des bons côtés de la France. La gestion des salariés, je la considère comme une mauvaise facette de la France. Un salarié aujourd'hui en France coûte très cher. Ouais. Et du coup, c'est compliqué enfin, l'équation est très très compliquée dès que tu rentres le fait de recruter ou non une personne. Ah, parce que toi, tu payes pas que le salarié. Tu payes Ah tout non, ce qui va à côté pour le salarié, en fait. effectivement, tu payes tout ce qui est URSSAF et tout. Donc, un salarié que tu payes 2000 euros par mois, en réalité, il t'en coûte 3005. Mhm. 3005, et ça, c'est sans compter Sa euh, cotisation, les etc. congés, la mutuelle, enfin, tous les trucs à côté que tu dois payer en plus, tu vois. Ok. Et pour toi, Ravi, c'est quoi ta plus grosse réussite ou fierté en tant qu'entrepreneur? Bah, tu sais, c'est ce que je te disais, ma plus grosse fierté, c'est d'avoir eu des salariés, Ok. de créer de la valeur. Tu sais, en ce moment, tu sais, t'as beaucoup la hype de créer ta boîte à Dubaï pour pas payer d'impôts, blablabla, blablabla. Bah, moi, en réalité, je trouve que ça reste quand même une fierté Contribuer à ton pays. de contribuer à ton pays sans oublier d'où tu viens. Euh,
quand tu étais étudiant et que tu avais la bourse, ou moi tu vois, je suis issu d'une famille assez pauvre. La France a beaucoup aidé, nous a beaucoup aidé quand on était plus jeune. Je trouve que c'est normal de rendre l'appareil. Et quel est pour toi ton plus gros regret ou échec en tant qu'entrepreneur? En réalité, il y a pas de regret. Toute expérience, bonne ou mauvaise, t'apporte quelque chose. Vraiment, enfin, ça t'apporte vraiment quelque chose de positif ou opportuniste derrière, en réalité. Donc, je vois pas d'échec en soi. Même, tu vois, la fermeture du restaurant, enfin, je considère pas ça comme un échec. On a eu 3 bilans positifs sur l'activité. On s'est éclaté en réalité. Et là, aujourd'hui, bah, on a nos autres boîtes, on profite, tu vois. Alors que tu pourrais te dire c'est un échec. Non, pas du tout. Euh, Et quelle a été ta plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur? Ma plus grosse erreur, c'est, je pense, de pas forcément t'entourer des bonnes personnes. Ouais. Que ça soit salarial ou en termes d'associés. C'est très dur, en fait, de s'entourer de bonnes personnes pour tes projets. Euh, ouais, je pense que c'est l'aspect le plus compliqué. Ok. Et quel est pour toi le plus gros apprentissage que tu as eu? Le plus gros apprentissage, c'est tous les jours, en fait. En réalité, en fait, il n'y a pas de plus gros apprentissage. Tous les jours, tu apprends. Que ça soit dans l'administratif, dans la gestion de ton entreprise, dans comment faire de l'acquisition. En fait, tu es en constant apprentissage et parce que tu n'as pas le choix. Ouais. Et en fait, c'est ça ton plus gros, ta plus grosse réussite et ton plus gros apprentissage. Les plus gros inconvénients? Et le plus gros inconvénient, compliqué, hein. C'est quoi mon plus gros inconvénient? Franchement, je vois pas d'inconvénient, hein. Le plus gros inconvénient, ça reste quand même. En fait, t'as beau faire de l'argent avec tes entreprises, obtenir des crédits, ce genre de choses, ça reste quand même compliqué Ouais. pour de l'investissement. Tu vois, les banques sont très regardantes. Euh, je pense que c'est peut-être plus ça le plus gros inconvénient. En fait, en France, t'as quand même une très mauvaise vision de l'entrepreneur, perception plutôt, de l'entrepreneur, que ce soit de la part de la société ou des banques, etc. Et en fait, ça met quand même pas mal de bâtons dans les roues d'un point de vue perso ou entrepreneur. Et c'est vraiment ça le plus gros inconvénient qu'on a aujourd'hui. Ok. Et t'as jamais eu peur d'être bloqué ou de te retrouver face à des choses que t'avais pas prévues? Ça fait partie de la question d'avant, tu vois, l'apprentissage. Tu peux pas, en fait, tu peux pas être bloqué. T'as pas le choix, en fait. C'est pas, genre, quand t'es salarié, t'es bloqué, bon, bah, tu dis à ton boss, Je suis euh, bloqué. je suis bloqué, je sais pas comment faire, tu rentres chez toi et c'est tout. Là, t'es bloqué, mon gars. Il n'y a pas de solution. Enfin, t'as pas le choix. Faut chercher à te débloquer, à trouver des solutions, à pivoter si t'as besoin. Et du coup, il n'y a pas de blocage possible. Ouais. Et tu fais comment, toi, pour surmonter justement tes phases de up ou de down, enfin surtout de down? En fait, tu vois, tout à l'heure, on disait, faut être bien entouré, faut avoir les bonnes personnes autour de toi. En fait, ça fait partie de cette phase-là. En fait, s'associer avec les bonnes personnes te permettre de compenser cette courbe. Tu vois, on parle des phases de up et de down.
pour moi, ça oscille. C'est cyclique. En fait, quand tu entreprends, c'est toujours comme ça. T'as des périodes où c'est très haut, comme t'as des périodes, c'est très très bas. Et en fait, faut réussir à trouver la personne qui va à contre-courant de tes périodes à toi. Moi, typiquement, c'est ma femme, Chantal. Et en fait, c'est marrant parce enfin, j'ai trop de chance parce qu'elle est vraiment à contre-courant de moi. Mm. Quand moi, j'ai mes périodes hyper motivées, elle est un peu moins, du coup, je la rebooste et vice-versa, tu vois. Moi, quand j'ai des périodes plus down, etc., elle a cette capacité-là à me dire non, t'inquiète, regarde, on va faire ci, on va faire ça, et on va remonter la pente et ça va être reparti et ça me rebooste quasi immédiatement. Donc, en fait, en réalité, il faut trouver le truc, la personne ou la motivation, tu vois. C'est pas forcément une personne, ça peut être le fait d'écouter un podcast ou le fait de regarder telle ou telle vidéo ou de partir un peu en vacances ou de s'inspirer, tu vois. Ça peut être toutes ces choses-là qui vont faire que tu dois trouver ton truc qui part à Ouais. contrebalance, contre-courant de ton oscillation. Ok, c'est bien que tu parles du coup de ta femme, parce que je vais te demander comment tu parviens à lier ta vie perso et ta vie d'entrepreneur. Franchement, très compliqué. Là-dessus, j'ai quand même assez de... Enfin, j'ai de la chance avec ma femme. Bon, je dis pas tout est rose, tout se passe très très bien, tu vois. On a aussi des petites périodes où ça va un peu moins bien, mais ça reste quand même quelqu'un dans toute la globalité qui me tire vers le haut, qui accepte le fait que je travaille beaucoup, que j'entreprends, que j'ai des idées tout le temps et qui arrive justement à me canaliser aussi sur cet aspect-là. Donc en réalité, ça se passe très très bien et faut pas avoir peur de se lancer avec son partenaire en réalité. Tu vois, t'as beaucoup d'idées reçues. Oh non, je pourrais pas travailler avec elle. Mais en réalité, faut le vivre Pour savoir si tu peux le faire ou pour pas. savoir si tu peux le faire ou pas. Et ça m'étonnerait fortement que ta moitié te mette des bâtons dans les roues. Ouais. Ou sinon, ça sent le divorce. Sinon, on va me dire, Et du coup, entreprendre avec un enfant, c'est plus difficile ou pas? très compliqué. Ouais. Très compliqué, pourquoi? Parce que, en fait, quand tu fais un enfant, ton temps que tu avais à 100%, voire à 200% avant ton enfant, en fait, tu l'as plus. Tu dois, en fait, un enfant n'est pas autonome. Tu dois lui, tu sais pas, tu dois, si tu veux aussi, tu vois, lui accorder des moments de qualité. Et du coup, fatalement, entre guillemets, d'un point de vue business, tu rognes sur du temps de travail, sur Mhm. du temps de production. Euh, et c'est sur cet aspect-là où c'est un peu compliqué. Mais en réalité, l'un n'empêche pas l'autre. Tu Ok. vois. Euh, Typiquement sur le restaurant, oui, on a dû arrêter parce que en fait le restaurant nous prenait nos week-ends, nous prenait nos soirées, et donc c'était très compliqué. Mais là aujourd'hui, tu vois, sur Nax Production, les moments où il est à la crèche, j'arrive à être hyper productif. Et à 17h, 17h30, j'arrive à aller le chercher à la crèche et tout éteindre pour jouer un petit peu avec lui, m'occuper de lui jusqu'à son heure de coucher. Donc, quelque part, c'est quelque chose que tu peux allier. Ok. Et est-ce que tu as des habitudes ou des routines qui t'aident justement à réussir? Par rapport à l'entreprise, ouais, en réalité, ouais, t'as des routines. Enfin, moi, personnellement, tu vois, je suis beaucoup plus productif le matin, l'après-midi un peu moins. Donc, tout ce qui est tâches de création où j'ai besoin d'être focus, j'ai tendance à les classer, entre guillemets, et à les prioriser et les mettre, par exemple, plus sur des moments où je suis hyper focus et les tâches un peu moins
À forte valeur ajoutée. à forte valeur ajoutée ou plus répétitifs, je les mets plutôt en fin de journée ou dans l'après-midi. Ok. On va passer sur la dernière partie du podcast. Une partie un peu psycho et une partie introspection. Ça marche. Pour toi, quelle serait la plus grande qualité que doit avoir un entrepreneur? La capacité de s'adapter à toute situation, surtout ça, et la capacité surtout à pivoter quand il y a besoin. Ok. Pour toi, c'est quoi être heureux? C'est une question très très vaste, tu vois. Ouais. Euh, le le fait d'être heureux, c'est quelque chose ça comme question. Hein. Ouais. On m'a demandé si c'était justement pas une question qui était tombée au bac de philo. Ouais, bah, je te laisse cafard. Non, bah, le fait d'être heureux, c'est de, quelque part, et c'est aussi pour ça que j'entreprends, c'est de pas être dans dans la routine de la vie, d'avoir une vie sereine, euh, d'avoir un environnement serein. Et c'est aussi pour ça que j'entreprends, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas la pression financière, euh, j'ai pas la pression d'un supérieur qui me donne des ordres. Je peux organiser un peu mes journées comme je veux. En fait, je me suis libéré de toute cette pression que j'avais potentiellement quand j'étais salarié, pardon. Et aujourd'hui, en réalité, franchement, je peux dire, je suis très heureux dans ma vie. Ok. Où est-ce que tu le vois dans 10 ans? Dans 10 ans, franchement, je me vois à l'étranger. J'aimerais bien aller vivre, À Dubaï? surtout pas. Contrairement à la hype du moment, moi j'aime pas Dubaï. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Mais non, j'aimerais bien peut-être à Singapour Ouais. ou en Asie, tu vois, peut-être même en Inde, tu vois. J'aimerais bien travailler de l'étranger. Je me vois toujours entrepreneur. En réalité, pour moi, ça serait un échec de retourner dans le salariat. Ok. Mais ouais, je me vois avec ma femme, mon enfant, à Singapour, à la plage. Et quel est le conseil que tu donnerais justement, par exemple, à ton fils s'il voulait se lancer en tant qu'entrepreneur? Go. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de limite dans la vie. Ouais. Il n'y a vraiment pas de limite. Go. C'est le seul truc que je lui Juste se dirais. lancer. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu le conseil que tu m'as donné aussi de mon côté. Ouais. Pour l'histoire, en fait, moi j'ai voulu commencer un peu par de l'investissement immobilier et j'arrêtais pas de théorie crafter des trucs. Ouais. Et à un moment, tu m'as pris en me disant ok, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, bon, bah, j'essaye de voir des choses, j'essaye de voir si c'est intéressant, etc. Et tu m'as dit, oui, ok, mais en attendant, on est je crois, on était quasiment en juillet. Et Ouais. depuis janvier, je te parlais de, même encore avant, je faisais que de faire des visites et en fait, je faisais rien. Et j'étais un Ouais. peu paralysé, je pense. En fait, je faisais rien de concret. Mm. Et je pense que c'est un peu ça que tu veux dire, en gros, c'est lance-toi et tu vois après, en gros, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des choses Mm. à surmonter, etc. Mais déjà, juste lance-toi pour voir ce que ça fait. Exactement. Aujourd'hui, tu as plein d'entrepreneurs qui sont là, qui veulent développer des idées, mais en fait, qui passent plus de temps à parler qu'à faire. Là, en fait, il y a des moments, faut se lancer, c'est tout. Si tu te casses les dents, c'est pas grave. Tu te relèveras et tu feras mieux. Mais à côté, tu feras toujours plus que quelqu'un qui est assis sur sa chaise, pardon, en train de parler, tu vois. Ouais, Et c'est ça. c'est ça le vrai conseil que demain je donnerai à mon fils, c'est t'as une idée, fonce. Ouais, justement, je crois qu'il y a une phrase, je sais pas du tout de qui c'est, hein, mais c'est le plus gros échec, c'est de refaire ses erreurs. Ouais, Alors. très très belle phrase. Et si les gens ne devaient retenir qu'une seule des choses que tu as faites, ce serait quoi?
Ça aussi, c'est très très vaste. Ah, mais je t'ai dit, on est sur une partie d'introspection, là. S'il devait retenir qu'une seule chose, c'est que quelque part, j'ai réussi à m'en sortir, que j'ai réussi à marquer des personnes, que ce soit à travers le restaurant ou d'autres ou d'autres anecdotes. Tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de gens, tu vois, même dans mon entourage, qui me demandent des conseils, etc., sur l'entrepreneuriat et tout. Et quelque part, en fait, en leur donnant des conseils ou en les aidant à minima, je marque un peu leur histoire aussi. Et ça, je pense qu'ils s'en souviendront, tu vois. Typiquement, quand tu me parles de ton histoire Investissement immo. d'investissement immobilier, ça me fait super plaisir. Ça veut dire que quelque part, je t'ai marqué. C'est sûr. Bah, ça m'a mis un peu un électrochoc comme ça au moment, mais ouais, je me suis remis en question et j'ai fini par acheter. Et justement, s'il y a des gens que tu as réussi à marquer avec cette écoute du podcast, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur Instagram, à Nagsprod, tout simplement, ou sur LinkedIn, Ravinags. Ok, ça marche. Bah, je te remercie en tout cas, ravi d'avoir suivi cet épisode Merci à toi. et de m'avoir permis de tourner également un épisode avec un contenu très qualitatif. Et pour tous ceux qui ont été courageux et qui sont arrivés jusqu'à la fin du podcast, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et laisser des commentaires, mais également à vous abonner sur toutes les plateformes audio que vous pouvez retrouver, et c'est ce qui m'aidera à retrouver d'autres invités tout aussi passionnants que Ravi. Merci beaucoup en tout cas. Merci.